Si tu veux que ton enfant change, la première personne qui doit changer, c'est toi. Oh my God. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler de mimétisme, de la place du mimétisme dans l'éducation. Dans un podcast précédent, je parlais de la cohérence des modèles éducatifs au sein d'une communauté. Si toutes les personnes d'une même communauté appliquent le même modèle éducatif, même si ce modèle éducatif n'est pas parfait, voire n'est pas du tout bon, eh bien il y aura une certaine cohérence, car l'enfant va recevoir la même influence de toutes les personnes appartenant à la communauté. Aujourd'hui, ces communautés ont plus ou moins disparu, car on a tous une approche particulière de l'éducation. Il y a des personnes qui vont peut-être lire plus de livres et qui vont tester de nouveaux modèles. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus patientes, donc qui vont avoir une vision de l'éducation différente de la personne qui est beaucoup plus speed, beaucoup plus dynamique. Un enfant aujourd'hui va recevoir beaucoup plus d'influences différentes au sein même de sa famille. Je prends l'exemple des grands-parents dont le cliché est qu'ils offrent beaucoup de cadeaux à leurs petits-enfants, qui sont beaucoup plus laxistes avec leurs petits-enfants, ou au contraire qui sont beaucoup plus durs car ils vont répéter l'éducation qu'ils ont eue ou la manière dont ils ont éduqué leurs enfants, donc ils seront beaucoup plus stricts car en leur temps, les choses ne se passaient pas comme ça, on répondait pas comme ça aux parents, on faisait pas ci, on faisait pas ça. Donc l'enfant en fait aura un décalage entre l'éducation de ses parents et l'éducation de ses grands-parents. Et tu m'as déjà entendu le dire, un enfant de 10 ans, ça fait à peine 10 ans qu'il est au monde, ça fait à peine 10 ans qu'il découvre le monde, ça fait à peine 10 ans qu'il découvre la société et ses codes. Donc s'il est déjà aussitôt baladé entre différents modèles éducatifs, ce sera peut-être compliqué pour lui de savoir déjà où est sa place et comment il doit gérer les différents contextes. Se dire, avec mes parents, j'agis d'une certaine façon, avec mes grands-parents, j'agis d'une autre façon, ce sera un peu compliqué pour lui de gérer tout cela. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui déjà de montrer exactement, explicitement aux enfants ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Par exemple, je rencontre beaucoup de parents qui exigent que leurs enfants soient un peu plus autonomes, un peu plus organisés. Et je vais te prendre un exemple très simple et direct. Tu savais ce qu'était un chien avant même de savoir lire. On t'a désigné l'animal, on t'a dit ça c'est un chien, t'as entendu les gens dire que c'est un chien. Donc tout de suite tu as collé une étiquette à l'objet. Évidemment, comme un chien peut ressembler à un chat pour un enfant en bas âge, eh bien, il va peut-être confondre les deux. Donc ensuite, tu vas lui apprendre à différencier les deux. Et ensuite, l'enfant va apprendre à lire. L'enfant va apprendre à lire le mot chien. Il va apprendre la phonétique du mot chien. Il va apprendre à distinguer le mot chien dans un texte. Et peut-être qu'après, il cherchera dans le dictionnaire la définition scientifique du mot chien. Et avant d'arriver à tout cela, il sait déjà ce qu'est un chien. Donc tu n'as pas besoin de connaître la définition pour poser une étiquette, pour mettre une pseudo-définition au mot. Par contre, les mots comme autonomie, organisation, gestion du temps, gestion du stress, motivation, etc., même ambition, ce sont des mots qui ont une définition abstraite. Ce sont des mots abstraits. Donc pour un enfant, ce sera assez compliqué d'avoir la même définition que nous. Par exemple, lorsqu'on dit à un enfant, tu as encore droit à 5 minutes devant la télé, on sait tous que le temps est relatif. Parfois, on a l'impression que ça fait 1 heure qu'on est là alors que ça fait 30 secondes. Parfois, on a l'impression que ça fait 30 secondes alors que ça fait déjà 1 heure. Donc, dire à un enfant, tu as droit encore à 5 minutes, les 5 minutes, ça lui parle pas. Par contre, si tu lui montres une horloge et que tu lui dis, tu vois, là, il est 9 heures, quand la grande aiguille sera sur le 5, donc quand il sera 9h05, on éteint la télé. Là, il a un repère visuel. Donc là, il peut se repérer dans le temps, car il a un repère. Si tout de suite, tu lui demandes de se chronométrer et de dire, voilà, il me reste 5 minutes, s'il n'a pas de repère visuel, comment il fait? Donc, il vaut mieux habituer les enfants petit à petit. On pense souvent au résultat et on néglige le processus. Je me rappelle d'un père qui me disait, j'estime qu'à 16 ans, on est déjà mature. Et je lui répondais, oui, mais on se réveille pas un matin en se disant, super, j'ai 16 ans, je suis mature. C'est un processus. Donc, si on n'aime pas le résultat, il faut revoir le processus. Et ce processus, c'est quoi? Au moment où l'enfant n'est pas autonome, au moment où l'enfant ne sait pas gérer son temps, c'est lui proposer des activités qui seront assez simples pour son niveau actuel et qui lui permettront de travailler sa gestion du temps, de travailler son organisation, son autonomie. On n'est pas tous des experts en éducation, en productivité ou autre. On n'est pas tous des experts en méthode de travail. Donc moi, ce que je propose aux parents et aux enfants, ce sont des méthodes qui sont adaptées à leur niveau actuel pour les aider petit à petit à gagner en autonomie, en motivation, en productivité, etc. Et malheureusement, je le vois, j'ai des parents qui me contactent et qui me demandent simplement quelques conseils. Votre vie ne se résume pas à un message sur Facebook. Je ne peux pas, en une discussion de 30 secondes, vous dire voilà ce que vous devriez faire avec votre enfant. Il faudrait vraiment qu'on discute. Il faudrait déjà que vous vous formiez. Si tu veux que ton enfant change, la première personne qui doit changer, c'est toi. Tu dois changer en tant que parent. Et je ne dis jamais à un parent, vous êtes un mauvais parent. Et je ne dis jamais à un enfant, tu es un mauvais enfant. Non, je leur dis simplement, le processus dans lequel vous êtes actuellement ne vous donne pas les résultats que vous voulez. Donc, revoyons ensemble le processus. Si vous voulez que votre enfant fasse ci, eh bien, commencez déjà par faire ci.
Si vous voulez que votre enfant fasse ça, commencez d'abord par faire ça. Et par résonance, par mimétisme, là, votre enfant comprendra peut-être l'intérêt de faire. Et il y a une phrase qui m'énerve, je dirais même que je suis allergique à cette phrase. Les parents qui viennent me voir et qui me disent de toute façon, moi, j'ai jamais été bon en mathématiques, donc je peux pas aider mon enfant. Ça ne se dit pas car nous qui sommes la figure d'autorité de l'enfant, on est en train d'admettre que c'est possible d'être nul en mathématiques. Donc comment l'enfant va se motiver seul à travailler les mathématiques si à la base il ne prend pas de plaisir à le faire? Ces parents-là, je leur dis, la première personne qui doit se remettre à travailler les mathématiques, c'est vous. Trouvez une façon plaisante de travailler les mathématiques. Je me rappelle du témoignage d'une étudiante qui disait qu'elle était en médecine avec son frère et ils avaient tous les deux du mal avec la chimie. Donc qu'est-ce que leur père a fait? Leur père s'est mis à travailler la chimie. Le père a cherché une façon de travailler cela. Le père ça faisait des années qu'il n'était pas retourné à l'école. Il a cherché de lui-même à comprendre. Et comme c'était compliqué pour lui, il a simplifié au maximum le cours. Du coup, une fois qu'il a compris la chimie, il a enseigné cela à ses enfants. Et comme lui, son niveau était beaucoup plus bas que celui de ses enfants, lorsqu'il expliquait à ses enfants comprenaient tout de suite. Car le cours était vraiment simplifié, vulgarisé. Donc pour aider ses enfants en chimie, qu'est-ce que ce père a fait? Il s'est mis à bosser la chimie. Il s'est mis à chercher une façon plaisante et facile de travailler la chimie. Et lorsqu'il a enseigné ça à ses enfants, c'est passé tout seul. Et c'est ça l'intérêt du mimétisme. Si tu veux que ton enfant progresse en mathématiques, progresse déjà en mathématiques. Si tu es déjà bon en mathématiques, commence une nouvelle activité. Commence une nouvelle activité, tu verras de toi-même que c'est pas si facile que ça de faire quelque chose de nouveau. Et ton enfant verra aussi ta progression. Ton enfant verra que, malgré le fait que ce soit difficile pour toi aujourd'hui, tu continues d'avancer, tu continues de prendre du plaisir car tu sais que demain, ce sera facile pour toi. Maintenant, si toi-même tu considères que le travail c'est une corvée, qu'étudier c'est une corvée, qu'apprendre c'est une corvée, ne sois pas étonné si ton enfant, lui aussi, pense que c'est une corvée et qu'il ne soit pas motivé à le faire. Je reprends cette fameuse citation, sois le changement que tu veux dans le monde. Et par mimétisme, par bonne action, et ça aussi, ça prend du temps. Il ne s'agit pas de changer le lundi et s'attendre à des résultats avec son enfant le mardi. Il faut que l'enfant aussi puisse voir par impulsion, il puisse voir que c'est possible aussi pour lui de changer. Pour moi, c'est ça l'intérêt du mimétisme. Commence d'abord par changer ta façon de travailler, ta façon de voir les choses. Et ensuite, par les habitudes, par la visibilité que tu as dans ta famille, dans ton entourage ou même sur Internet, tu verras que tu auras une certaine influence. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ça me ferait super plaisir que tu me partages, que tu me dises qu'est-ce que toi tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.